En cette année 2024 qui marque les 80 ans de la rafle d'Isieux, intéressons-nous à cette bande dessinée éponyme qui parle d'une colonie, tout part d'une colonie créée en 1943 dans l'Ain pour accueillir et protéger des enfants juifs. Bonjour Pascal Bresson. Bonjour Patrice. Vous êtes scénariste de cette BD. Rappelons d'abord, racontez-nous d'abord en détail cette rafle, comment ça s'est passé? Alors cette rafle, comme beaucoup, rafle du billet vert, rafle du Veldiv. Celle-ci, c'est une colonie qui pouvait accueillir une centaine d'enfants. On est donc le 6 avril 1944. 3 camions de la Wehrmacht accompagnés d'une traction avec 3 officiers SS, dont Klaus Barbie, arrivent à 8h30 pétante. C'est le premier jour des vacances de Pâques et c'est là que tout commence. Donc la rafle d'Isieux, c'est-à-dire 44 enfants de 4 ans à 17 ans avec 7 adultes. À l'origine de cette colonie, il y a Sabine Zlatin et son époux. Elle a eu conscience quand même assez vite que cette colonie était en danger. Elle cherchait d'ailleurs une autre solution avant l'arrivée de la Gestapo. C'est un personnage central de cette BD. Oui, tout à fait. Alors Sabine et Miron étaient déjà à Montpellier. Ils avaient déjà une colonie pour enfants, mais ça a commencé un petit peu à chauffer, surtout dans le bas de France. Ils ont trouvé une colonie début 1943 dans l'Ain, à Isieux, dans les montagnes, un magnifique paysage. Et là, quand on trouve cette maison, le sous-préfet de Belley lui dira à Sabine, ici, vos enfants vivront en toute tranquillité. Sauf que jusqu'en septembre 1943, c'était les soldats italiens qui étaient en zone libre. Comme ils étaient fort cléments avec les Juifs et qui raflaient pas les Juifs, ils ont été virés et remplacés par des Allemands. Et c'est là que les ennuis ont vraiment commencé pour la rafle d'Isieux. Sabine Zlatin était partie au moment de la rafle à Montpellier. Elle était aussi résistante. Donc c'est pour ça qu'elle est restée en vie. Par contre, son mari a fait partie des adultes raflés et assassinés dans les camps. Une autre personne qui n'était pas là au moment de cette rafle, et on voit beaucoup son angoisse dans la séquence, c'est l'institutrice Gabrielle Perrier qui découvre les lieux vides quelques heures plus tard. Tout est figé, sans l'avoir vu, la violence brutale de la rafle, elle la devine. Est-ce que vous avez voulu que le lecteur, finalement, se place ou partage son angoisse parce qu'il avait vu normalement quelques pages plus tôt cette rafle, et là on voit son regard à elle qui est encore plus angoissé parce qu'elle n'a rien vu. Gabrielle Perrier, c'est une jeune institutrice qui a été mutée à Isieux. Petite école, encore une fois, une petite colonie dans les montagnes. Et ces jours de Pâques, elle ne travaille pas. Elle est en train de faire son marché quand elle entend des rumeurs comme quoi que la colonie a été raflée. Prend son vélo, elle monte en montagne. Elle arrive dans cette colonie, tout est saute sous tout. Et alors, je raconte une anecdote qui est vraie, c'est que quand elle arrive, évidemment, elle ramasse ses affaires, notamment sa blouse, et dans sa blouse, elle trouve un petit sifflet. Et ce petit sifflet, en fait, c'est un petit garçon, parce que quand elle appelait les enfants au moment de la récréation, elle tapait dans ses mains, mais personne n'entendait. Et ce petit garçon lui dit « Voici mon sifflet. Comme ça, maîtresse, quand tu siffleras, on viendra tout de suite. » Et au moment de la rafle, elle récupère sa blouse, et dans sa poche, elle trouve ce petit sifflet. Et toute sa vie, elle sera hantée, traumatisée. Et au moment de mourir, elle dira « Vous m'enterrez avec ce petit sifflet ». Donc c'est vraiment pour dire qu'il y a de l'émotion et c'est poignant. Oui, parce qu'il fallait aussi qu'elle vive, elle, alors que tous ses élèves pratiquement sont morts. Comment avez-vous travaillé? Comment vous êtes préparé à l'écriture de cette bande dessinée? Alors tout est parti de mon travail avec le couple Clarsuel, puisque j'ai travaillé pendant 6 mois pour faire leur biographie. Et on est venu aborder justement, par rapport à Klaus Barbie, le procès de Barbie à Lyon en 87, la colonie d'Isieux. Et en fait, c'est grâce à Serge Clarsuel qui a trouvé en 1943 une ordonnance signée, la seule, qui d'ailleurs a fait accuser Barbie, du 7 avril 1944, où il signait j'ai bien travaillé, les 44 enfants ont été envoyés à Auschwitz. Donc tout est parti de là. Après, me suis rendu à la maison, j'ai passé quelques jours, je me suis imprégné, essayé de repérage. Après, on a trouvé Giulio Savaldori, qui est un dessinateur italien
très talentueux. Et à nous deux, on a passé 3 ans, moi de mon côté, à écrire les descriptions case par case, les dialogues, les scènes, et puis surtout réunir la documentation. Et Giulio, lui, a mis en dessin avec un dessin très virtuose, un dessin avec très, très vif et une couleur très douce pour le coup, qui allège un petit peu à la tragédie de l'histoire. Très, très rapidement, cette rafle, on en parlera aussi au procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987. C'est lui qui dirigeait cette funeste opération, vous l'avez dit. Qu'est-ce que ce procès a apporté aux rescapés? Eh ben, en fait, dès le départ, il était hors de question de parler de Jean Moulin, puisque Klaus Barbie était le bourreau, le boucher de Lyon. Et enfin, surtout, on voulait mettre en avant les enfants. Parce que si on avait parlé de Jean Moulin, on aurait zappé la rafle d'Isieux. Donc, en fait, c'était la première fois que Klaus Barbie était reconnu coupable d'avoir envoyé des enfants dans les camps de la mort. Ouais. Mais écoutez, il faut effectivement lire cette BD. On rappelle donc que vous êtes scénariste de cette BD, oui. La rafle d'Isieux, un dessin signé Giulio Salvadori, vous l'avez dit. L'œuvre est publiée en France aux éditions La Boîte à Bulles. Merci. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. C'est un album indispensable pour la mémoire.